Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens. Pendant ces semaines qui nous séparent de l'élection présidentielle, nous recevons successivement tous les candidats à l'Élysée. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Jacques Cheminade, président de Solidarité et Progrès. Monsieur Cheminade, bonjour. Bonjour à vous tous. Avec moi pour vous interroger, des journalistes de médias chrétiens dans leur diversité. Laurent de Boissieu pour le quotidien La Croix. Bonjour. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Mazenot pour le réseau de radio chrétienne RCF. Bonjour. Alors, pour cette émission spéciale présidentielle, nous avons choisi quelques thèmes significatifs pour mieux cerner la politique que vous entendez mener si vous êtes élu, mais aussi quelle vision de la société vous portez. Deux mots d'abord pour vous présenter. Ancien haut fonctionnaire des finances, vous avez été secrétaire général du Parti ouvrier européen, devenu aujourd'hui Solidarité et Progrès. Un mouvement difficile à classer pour les politologues. Vous-même, vous vous définissez comme gaulliste de gauche, mais aussi un adversaire du monde de la finance. Alors vous avez déjà été candidat à la présidentielle, c'était en 1995. Vous aviez recueilli 85 000 voix et quelques, soit 0,28% des suffrages. Alors commençons par la politique, puisque je le dis bien, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Si vous êtes candidat à l'élection présidentielle, la première question qui s'impose, c'est de vous demander comment vous comptez gouverner ce pays. Autrement dit, est-ce que vous exercerez cette fonction présidentielle avec une majorité précise, laquelle, avec quel soutien, vous disposez de quel soutien pour exercer cette fonction à l'Élysée? Alors, Jacques Cheminade. Je ne serai pas élu président de la République, certainement. Et vous êtes candidat. Pas au second tour. Vous êtes candidat. Mais je pense pouvoir en jouer un grand rôle comme un fil de l'épée planté dans le dos de ceux qui tentent de l'être. C'est-à-dire de défendre une chose très simple, le respect du travail humain et une politique de la science, de la technologie, de la recherche, du développement des facultés créatrices de chaque enfant et de chaque être humain, correspondant à une politique de justice sociale. Or, je vois personne dans cette élection avoir le sens que ces deux choses doivent aller ensemble. Ça, c'est la première. Et la deuxième, évidemment, c'est attaquer ce monde de la finance. François Hollande l'a dit dans son discours du Bourget. Et puis, il a rencontré des journalistes anglais, américains, il est allé à la City, et il a dit, voyez, moi je suis un gentil, le Parti Socialiste a beaucoup privatisé, vous ne devez pas m'attaquer. Et dans Paris Match, il a dit qu'il n'y aurait pas d'attaque contre lui. Il se trompe complètement. Il y a eu, fin de se tromper. Il y a eu une attaque virulente après le discours du Bourget de banquiers, de milieux financiers contre lui. Alors, parlons plutôt de vous, plutôt que de François Hollande. Donc, vous dites, vous n'irez pas à l'Élysée, mais vous êtes néanmoins candidat. Donc, ça veut dire que vous êtes là pour tenir un discours et non pas pour proposer un programme? Pour tenter de susciter un regroupement qui ne prendra pas une forme de gouvernement, mais un regroupement pour moi des forces qui, en France, s'opposent à ce monde de la finance et sont pour une politique de travail humain. Alors pour moi, c'est le socialisme de Jaurès, la tradition de Jaurès, qui parfois a été représentée même par des communistes. C'est le christianisme social, celui de Léon XIII, puis de Marc Sangnier, puis des abbés démocrates bretons. C'est De Gaulle, et le gaullisme de rupture, celui du 18 juin 1940. Et c'est le radicalisme, l'autre 18 juin, le 18 juin 1954, celui de Mendès France, et aussi de Jean Moulin, de Pierre Cotte, de tous ces éléments. Mais tout cela, regroupé, peut constituer une réflexion en profondeur qui sera ce qui est nécessaire dans ce pays pour s'opposer au monde de la finance. Alors j'entends bien la réflexion et c'est Laurent de Boissieu à qui je passe la parole pour La Croix. Ce que vous venez de dire en fait va me faire... je ne vais pas vous poser la question que je voulais vous poser originellement sur la question du déficit public, parce que vos références sont assez hétérogènes, voire hétéroclites. Elles ne sont pas hétéroclites. Il peut y avoir en effet des liens, je suis bien d'accord. Mais je vais vous citer une phrase. Nous ferons ce que Karl Marx, Rosa Luxembourg et Lénine auraient fait aujourd'hui. Ça, c'est votre journal Nouvelle Solidarité en 1975. Certes, mais comment peut-on être crédible en passant du trotskisme ou du marxisme dur au gaullisme de gauche, au socialisme non marxiste? Une chose assez ignorée, qui est le livre 3 du Capital, chapitre 25 dans l'édition habituelle, qui est crédit public et capital fictif. Et aujourd'hui, on est dans la société du capital fictif. Alors, c'est une analyse que Marx dit secondaire à l'époque. C'est sur les chemins de fer anglais, on a émis des actions, des actions, des actions, des actions, une immense pyramide d'actions. Il y en avait pour 1000 ou 2000 ans de bénéfices. Crash, la bulle éclate, et à ce moment-là, on impose la souffrance à quelqu'un, au peuple irlandais. Et le peuple irlandais est massacré, il meurt dans la crise de la pomme de terre, 25% meurent, 25% partent aux États-Unis. Il y en a une politique de saccage social qui s'instaure. Aujourd'hui, on est dans la même situation. Et en plus, on est en train de nous dire « Ah, il faut l'équilibre budgétaire, c'est nécessaire. » Nicolas Bavrez, je le lis, hein, il faut assumer la politique de la rigueur. La rigueur pour qui ?
pas pour les banquiers d'affaires qui ont spéculé et joué, mais la rigueur pour les peuples, comme on le fait vis-à-vis des Grecs. Justement, vous faites partie des candidats qui voulaient financer le déficit public, voulaient que l'État ne se finance plus auprès des marchés financiers, mais se finance directement auprès de la Banque centrale, ce qui est aujourd'hui interdit. Une banque nationale, une banque centrale. Une banque centrale nationale. De citoyens réétablis. La Banque centrale, c'est une banque de banquiers et de fonctionnaires du Trésor. C'est la planche à billets. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'inflation dans ce cas-là ? La planche à billets, on y est déjà. Hein, quand la Banque centrale européenne prête à 500 banques 489 milliards en décembre et à 800 banques 529 milliards à 1% sur 3 ans, c'est de la planche à billets. Et quand les banques, à ce moment-là, avec cet argent, ne le répartissent pas en faveur des ménages, de crédit pour les ménages ou de crédit pour les entreprises, ni même entre elles. Elles sont plus créées entre elles. Il n'y a plus de marché interbancaire ou très peu. Qu'est-ce qu'elles font? Elles le remettent dans la Banque centrale européenne parce qu'elles-mêmes n'ont aucune confiance en l'économie. Enfin, il faut créer une économie dans laquelle on ait confiance. Sauf que vous y ajoutez également une politique de grands travaux, donc de nouvelles dépenses publiques. Donc là, on arrive à une masse qui est considérable. C'est, d'une part, alors pour pouvoir le faire, il faut faire ce qu'Hollande a dit sous forme d'activité. Moi, je dis non, c'est les banques elles-mêmes qui doivent être séparées. Séparer d'un côté les banques d'affaires, qui ont spéculé et pour la plupart perdu. Il faudrait aller voir ce qu'il y a dans les 500 milliards hors bilan de la BNP Paribas. Et de l'autre côté, les fonctions de dépôt et de crédit, qu'il faut encourager et protéger. Puis si elles sont mal faites ou mal gérées, il faut éventuellement nationaliser. Mais pas tout de suite. Marine Le Pen, Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon. Couper les banques. Eux veulent couper les activités. Sous le même toit, pour moi, il y a inceste. Fatal. Et ensuite, une politique de crédit public productif, avec une banque nationale et un pôle d'investissement public qui fasse du crédit comme on faisait à la Libération. Romain Masneau, RCF. Vous êtes favorable au rétablissement de la souveraineté nationale sur la monnaie et l'émission de monnaie. Vous voulez passer à des euros nationaux, un franc polytechnique, dites-vous, dans votre programme. Plus compliqué que ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? D'ailleurs, dans un premier temps, je dis l'Europe s'est dévoyée. Donc si j'étais élu, j'irais à Bruxelles et je dirais nous avons à faire face à un défi. L'Europe ne peut pas se détruire elle-même. Et l'euro s'est converti dans une sorte d'arme de destruction massive de ceux qui participent à son système. On commence par la Grèce, maintenant, ça y est, on est à l'Espagne. Sarkozy a dit sur Canal+, que le gros de la crise financière est passé. Et le même jour, il y a eu toute une désagrégation des marchés, une chute des bourses. Et déjà, il y a des effets avec lesquels on pourra parier contre la dette française qui sont émis. À partir du 16 avril, Eurex émettra un contrat à terme sur la dette française. Donc, de l'intérieur du système, les gens qui vous disent ça va bien, mais ils n'y croient pas du tout. Ils préparent cet instrument de chantage contre Hollande, mais il sera utilisé contre Sarkozy et Fillon dans plusieurs mois après, sans doute, parce que ces intérêts financiers, par nature, veulent écarter et écraser la résistance des États-nations, c'est-à-dire des peuples organisés pour défendre leur niveau de vie, leur niveau de travail, et ce que Laborem Exercens appelle le travail humain, le salut par le travail humain. Donc il y a une politique tout à fait antagoniste à cela qu'il faut combattre. Et les forces dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il faudrait réunir, c'est celles qui sont, par nature, par orientation, par conviction, prêtes à combattre ces intérêts-là. Alors ça suppose évidemment un changement en profondeur de la société, c'est-à-dire une société d'entraide, de développement mutuel, et pas une société où on cherche à gagner au détriment de l'autre. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. On parle d'un système que vous décriez. Quand vous dites qu'il y a une oligarchie anglo-américaine qui détruit tout État exprimant une volonté d'indépendance nationale, qui visez-vous précisément? Est-ce qu'on peut mettre des noms, des visages derrière ce genre d'attaque? La grande lessiveuse qu'est la City. Et tout le système de la monarchie britannique qui sert un empire. Elle ne sert pas le peuple anglais. Elle sert un empire, elle a une tradition d'empire. Et on le voit, il y a dans ces confettis d'empire des régions que la monarchie gère elle-même, sans passer par le Parlement anglais. Il y a Jersey, il y a Gibraltar, il y a les îles Moustiques, il y a les îles Caïmans. Il y a tout ce secteur-là. Alors vous me direz, c'est relativement secondaire, ça ne représente pas grand-chose. Si, ça représente tout le offshore et la gestion de tout ce offshore qui associe la City et Wall Street. Alors maintenant, revenons à la dette française. On voit la dette française que nous avons émise. Quels sont les principaux titulaires étrangers de la dette française? Le Luxembourg, la Grande-Bretagne et les îles Caïmans. Donc on est devant les différentes expressions de ce secteur-là et on s'est mis entre leurs mains. C'est ça que je conteste. Et les Américains, puisque vous dites anglo-américains? Les Américains, c'est différent. Il y a l'Amérique, les gens qui
moi, lorsque j'étais aux États-Unis, il y avait soit 80% des Français qui étaient là-bas, qui étaient béats d'admiration, et 20% absolument opposés. Moi, je ne partage pas du tout l'opinion ni des uns ni des autres. Il y a deux Amériques. Il y a une Amérique qui est... Il y en a trois, en réalité. Il y en a une qui est celle du peuple américain, des pères fondateurs, qui croient à la science, qui croient à la technologie, qui croient à la justice, et qui croient au partage. Puis il y a une deuxième Amérique qui est celle, disons, d'un racisme américain, de ce qu'on appelle le no-nothingism. Celui qui ne sait pas est contre l'intellectuel de Washington, il rejette tout, il est anti-intellectuel. Ça, c'est une deuxième. Puis il y en a une troisième, et c'est celle qui domine actuellement, c'est celle de Wall Street et des milieux financiers qui ont une forme d'opéré qui rappelle celle de la City et des Britanniques. Alors, on a beaucoup parlé d'Obama, mais même Fukuyama l'a constaté. Moi, je constate aussi. Qui Obama a pris comme principaux experts en économie? Laurence Summers, Timothy Geithner et Peter Orszag, des gens qui représentent les intérêts de Wall Street. Il a complètement trahi le mandat qui lui avait été donné. Jacques Cheminade, nous écoutons bien votre analyse, mais vous êtes, je le répète, vous êtes candidat à l'élection présidentielle en France et le principal sujet d'intérêt pour les électeurs français, c'est l'emploi. Alors on aimerait bien avoir des réponses sur cette question-là, notamment par rapport à une proposition de Nicolas Sarkozy. Êtes-vous favorable à l'obligation pour un chômeur d'accepter la première offre d'emploi? Non, pas du tout. Et je pense que soumettre ça à un référendum, c'est une folie. Ça n'a rien à voir avec l'essence d'un référendum. Un référendum, c'est les questions qui concernent le destin de la nation. Michel Debré et même Guy Mollet, qui ont rédigé la Constitution, le disaient. Donc on ne va pas mettre des référendums n'importe quoi. Surtout de quelqu'un qui a détourné le traité de Lisbonne pour faire voter par le Parlement. Je parle de la mesure qui permettrait de réduire la durée du chômage. Le chômage, d'abord, il faut créer de l'emploi qualifié. Et ça, une politique de crédit public le fera. J'y reviens. Mais maintenant, il y a des mesures immédiates à prendre. On néglige, on méprise le pôle emploi. Les gens du Pôle emploi ont des conditions de travail épouvantables. Donc il faut redonner au Pôle emploi les moyens de savoir où il y a vraiment de l'emploi et que chacun fasse du suivi personnalisé, c'est-à-dire qu'il traite 50, 60 dossiers, pas plus. Il faut qu'il y ait une formation professionnelle en France qui serve ceux qui en ont besoin, avec un effet de veille sur les technologies à venir. Et la formation professionnelle aujourd'hui ne se dirige pas aux chômeurs de longue durée, vers les chômeurs de longue durée, en faveur des femmes qui ont une maternité qu'elles vont revenir travailler, ou des jeunes. Donc il faut rétablir tout un système qui soit un système qui serve ceux qui en ont vraiment besoin. Et en plus, on peut prendre des mesures contre les licenciements. On peut faire des systèmes de bonus-malus sur l'assurance chômage, sur les licenciements. On peut prendre toute une série de mesures. Moi, je crois qu'aucune n'est suffisante. On peut faire des contrat de travail unique. On peut étudier, de faire quelque chose qui ressemblera au CDI. Il n'y aura plus 80% des gens engagés en CDD. Donc il y a toute une réflexion à poursuivre, mais je ne crois pas que ce soit là l'essentiel. L'essentiel, c'est de réorienter l'économie vers l'emploi et les emplois qualifiés avec des technologies de l'avenir. Alors sur cette première partie, une dernière courte question de Laurent de Boissieu de la Croix. Oui, question concrète. Est-ce que sur les impôts, est-ce que vous êtes pour augmenter les impôts, notamment pour les plus hauts revenus? Et si oui, à combien vous mettez dans ce cas-là la tranche marginale? Je suis très proche de Hollande sur ça. J'ai dit 75% à partir d'1 200 000 € par an. Mais ça ne me paraît pas l'essentiel. L'essentiel, c'est faire la réforme Piketty et vite. Une CSG et un impôt sur le revenu qui soit progressif et qu'on ait un grand impôt progressif. Plus toute une série de mesures pour favoriser les PME et les TPE, qui, elles, sont les grandes créatrices d'emplois. C'est presque les 2/3 d'emplois en France. Et réussir à mettre la main, ça sera très difficile, sur les sociétés du CAC 40 qui, pour la plupart, font à peu près 80% de leurs bénéfices à l'étranger, pas en France. Nous allons poursuivre cette émission Face aux chrétiens en vous interrogeant sur la société dans laquelle vous inscririez votre programme si vous étiez élu. Donc c'est une petite respiration que je vous propose. Notre invité aujourd'hui est Jacques Cheminade, candidat à l'élection présidentielle. Il est interrogé par Laurent de Boissieu de la Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Alors, une partie importante de votre programme est consacrée à des propositions de réforme de l'éducation. Des propositions qu'on peut considérer comme multiples et assez généreuses et diverses et variées, y compris par exemple le chant choral en maternelle, parmi toutes les propositions que vous faites. Alors moi, ce que j'aimerais bien entendu vous demander, c'est qu'à partir du moment où vous estimez le coût de cette réforme à 1 milliard, tout de suite, tout de suite. Après, ça coûtera plus. Vous le trouvez où, ce milliard, Jacques Cheminade? Le milliard se trouve dans un nouveau système, qui est un système qui pariera sur l'avenir, comme disait Louis Armand en son temps. C'est-à-dire un crédit productif public qui
pense en termes de ce que ça rapportera dans 6, 7, 8 ans. C'est la logique du plan Marshall, ce qu'on appelait les paiements différés. Ce n'est pas la logique actuelle, combien ça coûte, combien ça coûte, combien ça coûte. On croirait entendre une émission de télé où on essaye de promouvoir ce qui coûte le moins et ce qui est de moins bonne qualité. Donc c'est avoir une vision de ce que ça peut rapporter en termes humains et aussi en termes économiques. Car si on a des gens vraiment qualifiés et quelque chose d'intégré, ça marche. Vous savez, Michel Serres, le philosophe, disait « Le cœur est le modèle réduit de la société idéale ». Il pensait à la chorale. Et j'étais hier soir aux Orfèvreries, où il y a des jeunes des banlieues, les Petites Mains Symphoniques, Drapos, qui organisaient un concert. Alors il y avait de la musique classique, de la musique qui n'était pas, mais il y avait un accès des jeunes à des instruments de musique et au chant choral. Alors on me dit que ce n'est pas la solution à tout, c'est vrai, mais ça crée du vouloir vivre en commun et du collectif. Et on en a besoin en France parce qu'il n'y a pas assez. Il y a une éducation qui est pyramidale, qui est une éducation où certains sont sélectionnés pour être des salariés consommateurs, le rester, d'autres pour être chômeur, et puis au sommet, il y a les énarques, les polytechniciens, l'aristocratie ou l'oligarchie des incapables, comme dirait l'autre. Mais pour revenir à ce milliard, Jacques Cheminade, à partir du moment où vous avez dit dès le début de l'émission que vous ne pensez pas que vous arriverez jusqu'à l'Élysée, est-ce qu'il n'y a pas un confort un petit peu gênant pour un candidat comme le vôtre, pas du tout, comme vous, d'émettre un certain nombre de propositions, certes très généreuses, mais dont on sait qu'elles dans un inconfort total, vous savez. Elles ne seront pas appliquées, ces Le propositions. Monde, du 10 avril 2012, c'est pour ça que j'ai apporté une fiche, pour avoir la citation exacte, a dit qu'il ne me consultait pas. Nous n'avons pas interrogé Jacques Cheminade, position qui est celle du journal Le Monde depuis l'officialisation de sa candidature. Alors ces gens qui sont si intelligents, qui sont au Monde, qui ont un tel talent, une telle culture, ont répondu à arrêt sur image, qui sont incapables de savoir qui je suis, c'est pour ça qu'ils ne me consultent pas. Le nez de Pinocchio s'allonge. Et nous vous invitons, je vous repose ma question, est-ce que vous n'avez pas une tendance forcément à faire des propositions très généreuses dans la mesure où vous n'avez probablement pas guère de chance de pouvoir les mettre en pratique. Si j'étais là, je me battrais. Et pour ça, il faut se battre, il faut des hommes de caractère. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus des hommes de caractère. On a dans le système occidental ce qu'on appelait à la fin de l'Union soviétique des hommes de caoutchouc. Romain Mazenot, RCF. Une question courte sur la famille. Est-ce que vous êtes favorable au plafonnement du quotient familial qui permette une meilleure représentation, une meilleure répartition ? Sur ça, sur le quotient familial, je suis partisan de donner aux gens qui font des enfants 6 ou 700 euros pour le premier, 800 pour le second, 900 pour le troisième, et pas d'avoir le système actuel qui favorise, comme en politique d'ailleurs, ceux qui paient l'impôt sur le revenu et peuvent le déduire. Donc plus vous êtes riche et plus vous avez d'enfants, plus vous y gagnez. C'est scandaleux. Ceux qui ne sont pas riches et ont des enfants, ils n'y gagnent pas dans le système actuel. Et sur cela, il y a une réforme à faire de toute évidence, à moins qu'on veuille que les pauvres n'aient pas d'enfants, ce qui est sous-jacent, à mon avis. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Est-ce que vous vous êtes avancé un peu sur les questions de mœurs, les questions sociétales, fin de vie, mariage homosexuel, ou est-ce que ça n'entre pas dans votre vision du monde ? C'est pas essentiel dans une campagne présidentielle. Parlons de la question que vous avez mentionnée, les homosexuels. Il y a un scandale qui est un arrêté, je crois, du 12 mars 2009, qui fait que les homosexuels ne peuvent pas donner leur sang. Moi, je suis pour qu'ils puissent donner leur sang, je l'ai dit, et je suis intervenu pour ça. Il faut vérifier qu'homosexuel ou pas, on faut un donneur sang. Bon, première chose. Deuxième chose, l'adoption. Moi, je pense que dans les conditions actuelles et les conditions des mœurs, il faut qu'il y ait une responsabilité vis-à-vis des enfants. C'est ça qui est essentiel. Donc, je suis pour l'autorité parentale aux deux adoptants, qu'ils soient du même sexe ou pas. Maintenant, il y a le mariage des homosexuels. Ça, ce n'est pas une question qu'un président de la République peut décider, parce qu'il n'y a pas de question vraiment de responsabilité. C'est le Parlement qui doit décider. Moi, personnellement, j'aurais une attitude plutôt proche de celle de l'Église catholique, mais en aucun cas, je ne veux pouvoir l'imposer aux autres. Laurent de Boissieu-Lacroix. Sur la laïcité, c'est un sujet qu'on ne vous a pas beaucoup entendu non plus. Est-ce que vous êtes pour qu'il y ait un financement public de la construction des lieux de culte ? Qu'on inclut... Que les lieux de culte puissent être financés avec de l'argent public, ce qui est actuellement dans la loi 1905 non autorisé. Je crois qu'aujourd'hui, il y a les bails emphytéotiques pour construire des mosquées, et il y a assez de possibilités pour faire des choses comme elles peuvent être faites. Je crois qu'il est très dangereux de toucher à cette loi. Hollande a dit qu'il voulait l'inclure dans la Constitution, mais alors on a la question de l'Alsace-Lorraine. Il ne faut pas trop y toucher. Moi, sur la laïcité, je m'en tiens à deux choses. D'abord, Jaurès.
La laïcité, c'est la fin des réprouvés. Donc c'est un espace public où on peut discuter de la justice. Et la deuxième, c'est la laïcité, ou le principe fondamental, c'est ce que tous les humanismes et les 3 grandes religions abrahamiques et d'autres religions partagent, c'est-à-dire, si tu prétends croire en Dieu, ou si tu prétends croire en l'homme, et qu'il y a à côté de toi quelqu'un qui a le ventre vide, et que toi tu as le ventre pu et tu fais rien, ben, tu n'es pas un croyant. Concrètement, par exemple, la loi sur l'interdiction de la burqa, pour faire simple, est-ce que vous auriez voté cette loi, oui ou non? J'aurais voté la loi sur la burqa pour son expression en public. Ceci dit, je vois qu'il y a des excès qui vont évidemment dans l'autre sens, qui est d'interdire avec des femmes qui ont un foulard, d'accompagner des enfants qui sortent, parce que ce serait un signe religieux. Moi, je me souviens de mon temps, de ma jeunesse, où on allait à l'église, les femmes allaient à l'église avec un foulard et accompagnaient les enfants avec un foulard. Donc, c'est une question de mœurs. Là, la question de mœurs. Cacher son visage, non, ça non. Romain Mazenot, RCF. Est-ce que vous êtes favorable à l'extension du nombre de dimanches ouvrés, travaillés dans certaines zones tout au long de l'année? Ça dépend des raisons et des zones. Des zones commerciales, comme ça peut être défini dans des grandes villes, comme Lille, Paris. Il ne faut pas toucher au dimanche. Le dimanche, c'est un acquis. Alors évidemment, il y a des gens qui ne peuvent aller que le dimanche faire leurs courses. C'est vrai. Mais le problème, c'est qu'ils ne puissent aller que le dimanche. C'est-à-dire que le dimanche doit être donné en termes de possibilité de faire ses courses et doit être donné en termes... d'autres jours que le dimanche doivent être donnés en termes de possibilité de faire les courses. Et on doit réserver le dimanche. Je crois que c'est très important à la réflexion et surtout à quelque chose qui manque dans notre société, la présence des grands-parents auprès des parents. Parce que les grands-parents ont un sens plus poétique, plus détaché du monde immédiat, moins dans le zapping, moins dans le réactif, et peuvent donner un sens plus profond de l'histoire à ce qui manque le plus aux enfants. C'est-à-dire ce sens d'une histoire d'un temps long. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. C'est ça le dimanche. Louis Dauphren. Vous avez un parcours international intéressant, en tout cas un peu atypique peut-être, au regard du profil d'autres candidats. Quand on élit un président de la République, on pense aussi à sa stature, à ses relations internationales, à ses appuis. Quelle est votre situation dans ce domaine-là? Est-ce que vous êtes écouté dans certains pays? Est-ce que les États-Unis, par exemple, vous regardent avec un certain intérêt? Ou la Russie, je ne sais pas. Quels sont l'état de vos relations? Quelles sont vos relations? C'est peu et beaucoup. Les gens qui regardent avec intérêt, souvent, ne le diront pas, y compris des hommes politiques français. Pas qu'on le dise en public. J'ai mentionné au cours, je dois le dire, au cours d'une de mes émissions, François Morin, quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Il était gêné que je l'ai mentionné. Donc les gens ne veulent pas apparaître. Et ils ne voient pas que dans cette situation de l'histoire, il faudra être là. Alors maintenant, à l'international, il y a des gens qui s'intéressent en Chine à notre réflexion. Il y a des gens qui s'y intéressent en Russie. Il y a des gens qui s'intéressent en Amérique du Sud, beaucoup en Amérique du Sud. Mais par exemple, dans l'affrontement géostratégique entre la Russie et les États-Unis, quelle est la position que vous avez? Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce qui a le pouvoir aux États-Unis est, disons, engagé dans des fantasmes de guerre. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a 30 sous-marins déployés, chacun avec 114 missiles, dans le Grand Moyen-Orient. Et que c'est très dangereux de voir cette force militaire, qui va bien au-delà d'une frappe éventuelle contre l'Iran, être là. Il faut arrêter l'armement atomique. Une guerre atomique, c'est la fin. Donc il faut l'arrêter. Comment l'arrêter? Alors, je vais vous surprendre, mais il y a des propositions qui ont été faites par les Russes. Dimitri Rogozin l'a fait quand il était encore à Bruxelles, et il a dit qu'il fallait un système d'alerte par satellite réunissant les principaux pays du monde pour voir sur Terre celui qui allait engager des lancements de missiles contre l'autre. Et un système de l'autre côté de veille spatiale dans lequel on étudierait les corps célestes, les astéroïdes qui pouvaient représenter un danger pour la Terre. Alors c'est 20, 30, 50 ans, 60 ans ou je ne sais pas combien, c'est long, quoi qu'on dise, qu'il y aura des problèmes de ce côté-là dans les années 2030-2040. Donc c'est toujours mon idée de voir plus loin et de voir devant. Laurent de Boissieu-Lacroix. Très concrètement, d'ailleurs, on voit bien toujours cette volonté de voir plus loin et avant, mais vous avez répondu à une question, une des premières questions de l'émission, sur avec qui vous pourriez vous gouverner, en parlant d'idéologie politique. Mais concrètement, parmi les candidats, les autres candidats, quels sont ceux qui sont cheminots compatibles ou qui pourraient être dans un grand gouvernement avec vous? C'est une drôle de question. Un des candidats pour lequel j'ai une sympathie personnelle, qui est Eva Joly, ne présente pas du tout mes idées. Elle est verte. Bon, et je trouve qu'elle a été maltraitée de façon indécente dans cette élection. Parmi les autres, ça serait évidemment
Hollande, plus Hollande par sa base, ou Mélenchon par sa base, que par les personnages eux-mêmes, parce que je trouve Hollande manquant un peu de consistance, et Mélenchon d'un opportunisme, disons, contestable. Et je crois qu'il a gardé de son passé et de son éducation, qui a été catholique, une sorte de... je dirais, de tendance à faire tomber la foudre du haut, et pas la tendance chrétienne qui est ce que tu as fait le plus petit entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Vous dites également gaulliste de gauche, et Dupont-Aignan, par exemple, Dupont-Aignan, c'est quelqu'un d'intéressant. Ils ont essayé de le coincer, ils essayent tout le temps de le coincer entre Marine Le Pen et Sarkozy. Je ne crois pas que ce soit vraiment sa place. Ceci dit, c'est un homme qui a été directeur de cabinet de Bayrou, c'est un homme qui a été dans le système. Donc on voit ses attaches avec le système. Ce n'est pas un candidat hors système. Mais c'est un homme qui a eu le courage, à un certain moment, d'abandonner certaines, je dirais, des oripeaux du système. François Hollande n'est pas hors système non plus. Non, il n'est pas hors système non plus. Aucun n'est hors système. Tous se prétendent hors système, mais ils ne le sont pas. Et aucun, moi j'ai été le premier dans cette campagne, à dénoncer cette affaire de Rex et à dénoncer cette spéculation qui se prépare. D'ailleurs, à mon avis, très vite, si c'était Hollande, plus tard, si c'est quelqu'un d'autre, dans la durée, contre la France et la dette française. Et alors on nous dit, mais l'alternative, c'est de payer la dette. Payer la dette avec quoi? Avec du saccage social, une purge sociale qui, dans le programme de Sarkozy, touche les plus pauvres. C'est les dépenses de santé, c'est les dépenses de logement. Jacques Cheminade, pardon, le temps s'est écoulé. Je vous remercie d'avoir participé à notre émission. Si vous voulez la revoir, bien sûr, elle est sur les sites internet de la Croix, de Radio Notre-Dame, de RCF, de Cathéo. Mais je vous demande de ne pas quitter, puisque après l'invitation de Jacques Cheminade, nous allons recevoir dans quelques instants Jean-Luc Benamias, qui est le vice-président du MoDem et qui est là en tant que porte-parole pour François Bayrou. Donc, à tout de suite. Merci.